Bonjour à tous, on débute la semaine de l'interview avec Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe donc, des FDF au Parlement régional bruxellois. Les négociations reprennent à 14 h au fédéral pour ce qu'on appelle la coalition suédoise. C'est le bout du tunnel pour eux? J'espère pour eux et pour le citoyen, en tout cas parce que c'est une vraie souffrance que d'entendre chaque jour égrener les mauvaises mesures qu'on nous annonce. Et j'espère qu'on va enfin connaître à quel sort nous allons être mangés. Ouais, mauvaises mesures, ce sont lesquelles qui vous inquiètent le plus dans ce qui a été dit jusqu'à présent? Je trouve que tout ce qui nous a été présenté touche en fait aux travailleurs, à ceux qui finalement attendaient beaucoup d'une coalition qui nous avait promis une réforme fiscale qui allait devoir mettre l'accent sur ceux qui travaillent. Et en fait, finalement, on se rend compte que le saut d'index qu'on nous prépare, que la hausse des loyers qu'on nous prépare aussi, va être vraiment très dur à vivre. On ne va pas rendre du pouvoir d'achat aux citoyens en baissant un petit peu les charges sur le travail? Les seules baisses dont on a entendu parler, ça concerne les entreprises. Et je crois que c'est une erreur parce qu'en finalement, pour relancer l'économie, il faut avant tout augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, augmenter le travail des personnes en améliorant la formation professionnelle. Et c'est par ce biais-là qu'on pourra effectivement, après ça, baisser les charges sur les employeurs. Alors on verra ce que donnent les négociations. Le FDF, évidemment, n'y participe pas. Vous pensez qu'ils peuvent être prêts pour mardi prochain, pour la rentrée du Parlement fédéral? S'ils ne sont pas prêts après 4 mois, ça commencera à sentir l'oignon, si je puis dire. Et il n'y aura que du tangage. Et je crois que le pays n'a pas besoin d'une nouvelle crise et que ce que nous avions annoncé avec une coalition finalement avec la NVA eh bien, se réalise, à savoir que ça va être comme ça peut-être pendant 5 ans. Ouais. Et je crois même que ça ne tiendra pas 5 ans. Ouais. Le FDF est donc aujourd'hui à la majorité, dans la majorité à Bruxelles, dans l'opposition évidemment au fédéral, on vient bien de le comprendre. C'est une position confortable ça ou pas? C'est une position qui nous va bien puisque je crois que ceux qui sont allés au fédéral en acceptant finalement de ne pas emmener au moins une majorité francophone doivent assumer pleinement la conséquence de leur choix. Nous avons choisi à Bruxelles d'avoir une majorité forte, nous le faisons. À la Communauté française, je trouve que là aussi, il y a peut-être un manque de prévoyance de la part du PS et du CDH, puisque c'est une majorité très très courte. Ouais, vous ne faites pas partie de la majorité. On ne fait pas partie de la majorité de la Communauté française. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une majorité à la Communauté française aussi kamikaze. Ouais. Parce que je rappelle qu'à la Communauté française, les Bruxellois sont sous-représentés. Le gouvernement de la Communauté française ne s'appuie pas sur une majorité de Bruxellois. Et ça va poser des problèmes aussi dans les années à venir. On le voit, souvent la Communauté française a délaissé Bruxelles. Et je crois qu'on devra être très vigilant pour mener des politiques qui ne soient pas faites en défaveur des Bruxellois. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre le poste de Rachid Madran, qui est le Bruxellois de service, entre guillemets, à la Fédération, sous la loupe? Je crois que ce n'est pas une question de ministre, c'est une question de majorité. Et donc, quand on fait une majorité s'appuyant sur 80% des votes wallons et qu'on sous-estime les Bruxellois, ou quand on le fait au fédéral avec les néerlandophones en estimant que tout seul, on peut juste apporter ses voix pour avoir le maximum de postes, on part sur de mauvaises bases. Ouais, ce qui est important, c'est le projet. Emmanuel Debock, est-ce qu'on n'est pas en train de prouver, là vous nous êtes en train de nous dire, moi, bon Bruxellois, je me méfie un peu des Wallons, moi, bon francophone, je me méfie du fédéral, et on sent bien qu'entre les entités fédérées et le gouvernement fédéral, ça risque d'être un petit peu compliqué. On n'est pas en train de prouver que la Belgique est devenue ingouvernable et de donner raison à Bart De Wever? Non, le fédéralisme, c'est justement ça. C'est que chacun prenne sa part. Ce n'est pas justement être gouverné par la majorité et être toujours sous-estimé. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un sénateur de la communauté germanophone, vous avez un représentant avec des mécanismes de représentation des minorités. Or, on le voit, là où on n'avait pas prévu de mécanisme de représentation de minorités, on voit que le gouvernement fédéral va vraiment mettre à mal les francophones. On le voit sur le plan de délestage de l'électricité, que les 3/4 des Wallons sont bien plus concernés que les néerlandophones, et ça ne sera que cela dans la plupart des dossiers. Le survol de Bruxelles en est l'exemple même. Ils n'atterrissent pas sur le survol de Bruxelles. Vincent De Wolf demande la suppression des astreintes que la région bruxelloise demandait. Donc on le voit, les francophones, les Bruxellois vont être véritablement mis sous pression avec de tels gouvernements. Alors, le gouvernement bruxellois, vous allez le soutenir, hein, parce que dans la majorité, chef de groupe, il démarre bien ce gouvernement? Les premiers actes posés? C'est bien, il y a effectivement un certain nombre d'actes qui ont été posés, il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Et c'est vrai que pour nous, c'est un véritable challenge que de montrer, avec Didier Gauzoin et Cécile Jodogne, que nous allons amener du sang neuf dans cette majorité et que nous allons pouvoir changer la politique du passé. L'augmentation du précompte immobilier confirmé dans ce studio, c'était vendredi par Guy Van Engel. Il fallait en passer par là, c'était obligatoire pour équilibrer les comptes? Je rappelle qu'on n'augmente pas le précompte immobilier sans baisser l'IPP. Et donc, ce que l'on va redonner aux gens,
aux habitants de Bruxelles sera supérieur à ce que l'on leur prend. C'est-à-dire un peu l'inverse du fédéral qui va prendre plus aux Bruxellois ou aux Wallons que ce qu'il ne va redonner. Et donc la justice fiscale, c'est ça, c'est regarder où est l'assiette fiscale, se dire que par exemple les Européens, ceux qui sont dans des sociétés immobilières qui ont un petit peu optimalisé fiscalement un petit peu trop et qui ne payent pas la charge de la capitale, eh bien ceux-là paieront un peu plus. Ce précompte, il va s'appliquer à tous les propriétaires à Bruxelles. À tous les propriétaires, mais en même temps, les travailleurs vont recevoir de l'argent en plus. Donc, en réalité, payer 100 € de plus au précompte, mais retoucher 500 ou 600 € sur son travail, ça, c'est la bonne mesure. Et je crois que le fédéral devrait effectivement s'en inspirer. Alors, j'ai plusieurs questions Twitter pour vous. Le FDF a critiqué, puis finit par dire OK pour le stade. Donc, on parle du grand stade, le stade national, l'Eurostadium, vous choisissez le nom que vous voulez. Qu'avez-vous obtenu comme garantie linguistique vous demande Samy. Alors, la première chose, c'est que nous n'avons pas dit OK. Nous avons toujours dit que nous voulions voir les deux scénarios analysés, étudiés. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a toujours pas le plan financier. On ne sait toujours pas si le fameux stade va se faire ou pas. D'ailleurs, l'Euro 2020, on le voit, on n'a obtenu que 4 matchs avec à peine un 8e de finale, alors que l'on promet un nouveau stade. Je trouve que c'est un peu maigre comme récolte. Et donc, nous avons garanti que le contribuable bruxellois ne paierait pas 1 € dans ce fameux nouveau stade. Ouais. Si Anderlecht veut le payer, si l'Union belge veut le payer, c'est leur problème. On ne joue pas un peu sur les mots parce qu'il n'y aura peut-être pas 1 € public pour répondre à Samy, mais il y aura des investissements dans le cadre de Néo pour des parkings, pour des voies d'accès, pour des transports en commun. Ça va comme se chiffrer en dizaines de millions. Nous allons être très vigilants. Ouais. Nous avons dit pas 1 € et je peux vous dire que je regarderai attentivement ce dossier et il n'y aura pas 1 € d'argent du contribuable bruxellois. J'attire l'attention sur ceux qui sont à la ville de Bruxelles, parce que c'est peut-être eux finalement qui paieront une partie de la facture. Ouais, il y aura des garanties en termes de politique des langues dans ce grand stade qui sera situé sur la commune de Grimbergen. Alors, Rudy Vervoort a assuré que comme c'était un projet finalement privé, les langues seront celles de ceux qui géreront ce stade. Et donc, a priori, ce sera un stade multilingue. J'en prends acte, on verra. Alors, autre question, toujours sur Twitter. Philippe Scoupen vous demande vos idées contre le survol de Bruxelles après la mise en place du moratoire. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de moratoire. On le voit bien, le gouvernement fédéral n'a rien fait pour changer les routes. Les 3 mois qu'il a obtenus devant le juge par rapport aux astreintes n'a toujours pas été mis à profit pour finalement changer les routes. Et je ne comprends d'ailleurs pas comment est-ce qu'on peut finalement faire ce qu'on a fait en à peine 2-3 semaines et puis finalement mettre tant de mois avant de revenir à une situation antérieure. J'ajoute que la situation antérieure n'est pas forcément idéale parce qu'effectivement, on oppose les Bruxellois entre eux. La première chose qu'il faut faire, l'est de Bruxelles la première chose qu'il faut faire, c'est que l'on mette les avions là où il y a le moins d'habitants possible. C'est absurde de survoler une capitale comme Bruxelles. C'est absurde de vouloir toujours survoler les zones les plus densément peuplées. Pendant la campagne électorale, tous les partis voulaient le moratoire quand même. Mais le moratoire, c'était un préalable. Mais la situation antérieure... Est-ce que vous pensez qu'on n'ira pas au-delà du moratoire? Je crains effectivement que le gouvernement fédéral n'ira pas au-delà, alors qu'en réalité, la Flandre doit prendre aussi sa part. La Flandre prend les emplois de Zaventem, mais ne veut pas en assumer les charges et les coûts. On doit bien percevoir les astreintes qui ont été décidées. Bien sûr. Il ne va pas y avoir de délai, comme le suggère Vincent de Wolf. J'espère bien que cette fois-ci, et je remercie Céline Frémaux d'avoir été ferme face à Vincent de Wolf. Alors, j'ai une question, elle va peut-être vous sembler anecdotique. Yves Villers vous demande quand les champignons communautarisés seront-ils abolis par le FDF à la région? Et alors, je vais peut-être aller sur sa page à lui pour comprendre la question. C'est un article de la dernière heure qui nous explique qu'en forêt de soigne, suivant qu'on est en région bruxelloise ou en région flamande, on a le droit ou pas le droit de cueillir les champignons. C'est vrai que c'est assez anecdotique de voir que finalement une réforme de l'État peut amener des inepties aussi basses que celle des champignons, la question des champignons. Mais bon, voilà, je vais effectivement interpeller la ministre. Vous allez poser une question là-dessus. Très clairement. Alors s'il faut faire un accord de coopération pour les champignons de la forêt de soigne, je trouve que c'est un peu malheureux. Oui, ça ne prouve pas juste qu'on est incapable d'être vraiment dans une politique de vraie régionalisation parce qu'on est un trop petit pays. Effectivement, c'est peut-être un des problèmes et nous avons toujours plaidé, nous, pour une grande région qui dépasse effectivement les limites que l'on nous a imposées des 19 communes. Oui. Alors, le FDF a bientôt 50 ans. Il y aura un anniversaire qui sera commémoré jeudi. C'est toujours d'actualité le message du FDF? Plus que jamais, parce que finalement, le FDF s'est transformé en un parti fédéraliste qui rassemble maintenant les francophones wallons et bruxellois. L'aile wallonne, elle a du mal à décoller.
Oh, je trouve qu'elle a fait un bon score, 2,5% en moyenne sur la Wallonie, c'est un électeur sur 40. Je crois que finalement, quand on regarde, c'est peut-être 5 fois moins qu'Écolo ou le MR, mais c'est pas si mal que ça. Je trouve qu'en 3 ou 4 ans, on a fait du bon boulot. Ramener un électeur sur 40, je vous prédis donc que vous êtes dans comme 5 Olivier ans, Minguin, vous croyez à l'émergence d'un FDF wallon? C'est essentiel. Et la preuve, c'est qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on le voit, quand le FDF n'est pas suffisamment fort, il ne peut pas arriver à faire poser un certain nombre d'enjeux face à ce que l'on peut appeler les trahisons électorales des uns et des autres qui nous ont promis tout et leur contraire. Et on le voit, même à la Communauté française, on va nous faire des coupes-sondes dans la culture, on va nous faire des coupes-sondes dans l'enseignement. Ça ne va pas. Et nous demandons que l'ensemble des moyens financiers aillent systématiquement là où les besoins sont les plus forts. Et nous avons un vrai message neuf. Et on le voit sur le plan des stages. Aujourd'hui, la 6e réforme d'État n'a rien résolu. Aujourd'hui, les moyens qu'on nous promettait ne sont pas arrivés et on n'a même pas les simulations pour pouvoir faire nos propres budgets. Est-ce que la présidence des FDF, vous y pensez le matin en vous rasant? Vous voyez, je ne me rase pas, pas tous les jours en tout cas. Je me suis présenté une fois face à Olivier Minguin. Alors, est-ce que vous y pensez un jour sur deux? Alors, j'y ai pensé un jour sur deux, il n'y a pas si longtemps, et ça a été une magnifique expérience. Maintenant, je suis devenu chef de groupe au Parlement régional, et donc j'entends que Bernard Clafailly, par exemple, pourrait être candidat. Je ne sais pas si Olivier Minguin se représentera, je crois que c'est un peu tôt, il faut voir ce qui... Bernard Clafailly sera candidat? Il a annoncé que ça pouvait l'intéresser, donc on verra bien. Les élections ont lieu au mois de mars. Il y a d'autres candidats qui peuvent également émerger. Moi, j'ai essayé de montrer par ma candidature il y a 2 ans que le FDF ne se résumait pas à Olivier Minguin, Didier Gauzoin et Bernard Clafailly, qu'il y avait une génération de jeunes élus. Ouais. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup d'autres derrière moi. Marc Lunstein, Fabien Minguin, Joël Maison, qui peuvent effectivement assumer la relève. Est-ce qu'il faudra imaginer un ticket au FDF avec un de la génération actuelle et un de la génération suivante et on passe le relais à mi-mandat, c'est ça qui est dans l'air? Je suis très heureux de voir que dans les propositions qui ont été faites par Olivier Minguin, une série participait de l'élan que j'avais effectivement proposé et le ticket en faisait partie et la présidence région par région, région bruxelloise, région wallonne, était également une de mes propositions. Si on vous propose un ticket, vous êtes partant? À travailler en équipe, oui, toujours. Ouais, ça veut dire que vous pouvez être candidat? Peut-être, on verra. Merci Emmanuel Debock d'avoir été l'invité de l'interview. 18h le prochain journal et puis 18h20 les sports puisqu'on est lundi et 18h30 vous avez rendez-vous avec Pierre Baudot, 1, 2, 3, 4, le magazine du rock. Vous aimez ça le rock un petit peu? J'adore. Et ben voilà, donc rendez-vous 18h30 avec Pierre Baudot sur Télé Bruxelles. Bon après-midi. Tout de suite c'est la météo avec Younes. Bonne semaine.